Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 14 décembre 2020. Ça y est, l'année boursière est presque terminée. Nous avons devant nous des grands rendez-vous pour terminer l'année 2021. La Réserve fédérale américaine mercredi soir, Jérôme Powell au micro. Christine Lagarde pour la BCE ce jeudi et vendredi, ce seront les échéances mensuelles et trimestrielles. Donc voilà, 3 rendez-vous mercredi, jeudi et vendredi pour rythmer cette dernière semaine, on va dire, avec des volumes qualifiables de normaux. À partir de la semaine prochaine, les volumes vont ralentir petit à petit, la volatilité en théorie, sauf éléments exogènes, baisser. Et donc voilà, nous allons rentrer tranquillement dans les fêtes de Noël et nous allons faire le point sur la situation. Un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas des conseils en investissement. Les grands rendez-vous au quotidien, tous les matins, le morning meeting d'Anthony Bondin, par écrit ou par podcast. Tous les jours, Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac. Et comme tous les mardis, on se retrouve pour les marchés en action. Au sommaire de cette émission, un focus marché, les derniers grands développements, un top flop macroéconomique pour mieux appréhender les marchés, et puis l'analyse graphique des principaux actifs, indices boursiers, matières premières, bitcoin et vos actions préférées. Focus marché, c'est parti. Quel est le cadre des dernières séances? Eh bien, c'est la pause, la glissade progressive, l'attentisme, puisque, comme je vous l'ai expliqué en introduction de cette émission, nous avons des grands rendez-vous cette semaine avec la Fed, mercredi soir. Jérôme Powell va nous parler taux d'intérêt et tapering. Jeudi, la BCE. Alors là, ça devrait être de moindre importance. Et puis vendredi, les sorcières, donc les échéances sur actions, options, futures qui pourraient engendrer de la volatilité. Dans la chaussure des marchés, il y a toujours un caillou. Le caillou, c'est le Covid, évidemment. Un foyer de Covid-19 dans la province de Zhejiang, au sud de Shanghai, a entraîné des fermetures d'usines qui risquent de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ça pèse également sur les perspectives de croissance de la Chine puisque cette province représente 6% du PIB du pays. Par contre, le fait qu'on ait des foyers de Covid en Europe, aux États-Unis, en Chine, ralentit la reprise et fait perdurer la période pendant laquelle les banquiers centraux pourraient être au soutien des marchés. Pour parler de la Fed justement et de ces fameuse hausse de taux, donc le FedWatch du CME montre que le marché voit une chance sur 3 pour une annonce de relèvement de taux lors de la réunion du 16 mars. C'est une probabilité de 57% lors de la réunion du 22 mai. Donc le marché, via ses Fed Funds, ses FedWatch, eh bien, anticipe des relèvements de taux aux États-Unis. Et à ce sujet-là, la Fed fournira des éléments additionnels justement mercredi soir, demain soir. Les colombes espèrent que la contre-attaque de la pandémie va forcer la Fed à adoucir son discours, tandis que les faucons souhaitent que la Banque centrale appuie enfin sur la gâchette après avoir laissé filer l'inflation et fait bouillir le marché du travail. En effet, vendredi dernier, nous avions des chiffres d'inflation, 6,8% d'inflation aux États-Unis, c'est l'inflation la plus importante depuis les années 90. Donc il faut qu'il se passe quelque chose et si vous voulez mon avis sur la question, eh bien le marché s'accommodera de l'un comme de l'autre. Si la Fed botte en touche et explique que le variant Omicron repousse le tapering et les hausses de taux, le marché sera content. Ça veut dire plus d'argent, plus longtemps, on n'est pas pressé de monter les taux d'intérêt. A l'inverse, si la Fed explique qu'elle va monter les taux, ça y est, elle le sait, c'est là, c'est en début d'année, on est prêt parce qu'on veut combattre l'inflation. Les marchés seraient capables aussi de s'en accommoder et de dire « Ah, c'est bien, la Fed ne laisse pas la situation lui échapper et elle intervient ».
Une autre façon de voir ce rendez-vous cette semaine, c'est de se dire le CAC 40 et le Nasdaq gagnent approximativement 24-25% chacun cette année. Les banques centrales ont piloté les marchés à la hausse cette année. Ont-elles intérêt à faire fuir les opérateurs et à faire chuter les bourses à quelques jours de Noël? Je n'en ai pas l'impression. Je ne pense pas que ce soit souhaitable et souhaité. Voilà pour ce qui est de mon avis sur ces grands rendez-vous. Après la hausse qui baisse, la baisse qui baisse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 10 jours, depuis qu'on avait fait un rebond sur les 6400 points, qu'on était remonté de 6400 points à 7000, c'était une hausse qui baisse. Une hausse qui baisse, c'est quoi? C'est quand on a 20% des actions du marché qui montent et qui font monter le CAC, mais les 80 ou les 60% autres qui baissent. C'est une baisse en trompe-l'œil en fait. Voilà. On voit l'indice qui grimpe, mais en fait on voit son portefeuille et toutes ses valeurs baisser. C'est parce qu'on a eu une hausse ces derniers temps qui était sur les meilleurs dossiers, sur les plus grosses capitalisations, sur le luxe, bref, sur ce qui avait marché en début d'année, en milieu d'année et qui marche de nouveau en fin d'année. Là, cette semaine, c'est la baisse qui baisse, il y a tout qui consolide un petit peu, le CAC 40 qui revient sur les 6900 points. On est revenu sur une zone de gap, on a rendez-vous avec la Fed mercredi, la BCE jeudi, et on va voir à quelle sauce on se fait manger. Est-ce qu'on va regagner 2-3% pour finir l'année en beauté, aller chercher les plus hauts historiques à Noël et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, ou est-ce que les banques centrales vont engendrer un trou d'air qui sera peut-être justement le trou d'air intéressant pour ceux qui veulent acheter sur repli? Nous verrons cela d'ici la fin de la semaine. Le pétrole WTI, lui, il est neutre, compris entre 70 et 73 $, très attentiste également. L'or, même chose, neutre depuis 2 semaines. L'argent, toujours un petit peu plus sous pression que l'or. Et enfin, le Bitcoin plie, mais ne rompt pas, il est sur sa MM200 jours. En fait, on a l'or, le pétrole, le Bitcoin sur support, le CAC 40 qui revient sur support et tous les actifs qui se mettent en situation d'attente pour la Fed. On va passer au top flop. Alors ici, on essaye de comprendre ce qui fait que les marchés soient autant montés cette année. À gauche, vous avez le bilan des différentes banques centrales, Fed, BCE, BOJ, POBC. BOJ, c'est la Banque du Japon, POBC, c'est la Chine. Vous pouvez voir que parfois certaines font des pauses, comme le Japon ces derniers mois, mais pendant ce temps-là, les autres injectent. Maintenant, la Fed nous parle de faire une pause, mais c'est peut-être la Chine qui va injecter. Et tant que le total est positif, les marchés montent, puisqu'on injecte des liquidités dedans. On notera néanmoins que sur les 6-8 derniers mois, cela peut être un peu frustrant parce que lorsqu'on regarde le MSCI US, eh bien, depuis ces 6 derniers mois, il continue de gravir de nouveaux records historiques et se trouve sur ses plus hauts annuels, alors que le MSCI World hors États-Unis n'a pas bougé depuis 6 mois. Il y a une hyper concentration de la performance aux États-Unis. Et en plus de ça, à l'intérieur même des indices américains, il y a de nouveau une ultra concentration. Vous voyez ici le graphique de gauche, c'est les gains du Nasdaq 100 représentés par la performance des titres qui sont dedans. Je suis en train de vous embrouiller, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que 5 titres, ont fait 65% de la performance du Nasdaq. Donc, si vous n'aviez pas les grosses, les principales, Microsoft, Apple, Nvidia, tout ça, vous avez loupé les 4/5 de la performance, les 2 tiers, excusez-moi, de la performance annuelle du Nasdaq. C'est la même chose sur le S&P 500 puisque les 5 plus grosses actions du S&P 500 représentent 24,53% de l'indice. On n'avait pas vu une concentration dans le top 5 aussi importante depuis les années 70. Donc oui, on a des bourses américaines qui montent, enfin on a des bourses mondiales qui montent parce que tirées par les bourses américaines, elles-mêmes tirées par les banques centrales. On a ces grosses valeurs du Nasdaq et du S&P qui montent et qui font monter le reste, mais c'est un mouvement en trompe-l'œil.
Bien évidemment, ce qui explique aussi la hausse des actions des indices cette année, ce sont les buybacks. Les buybacks, donc, ce sont les rachats d'actions par les entreprises américaines. Et autre facteur de soutien, et je pense que c'est le principal à retenir, plus que les banques centrales ou les buybacks, ce sont bien évidemment les résultats d'entreprises avec des bénéfices par action et des marges qui ont atteint des records historiques aux États-Unis, et ce qui justifie le niveau actuel des prix. Autre caillou dans la chaussure, qui est le variant Omicron, eh bien il y a de l'inflation. Ici à gauche, un graphique aux États-Unis, la confiance des consommateurs reste affectée par l'inflation selon la dernière enquête du Michigan. Les particuliers américains donc voient les prix augmenter, ça pèse sur leur morale, d'autant plus que l'inflation est au plus haut depuis les années 1980, comme je vous le disais tout à l'heure, 6,8% d'inflation publiée vendredi dernier, des prix qui augmentent et qui pèsent donc sur le pouvoir d'achat et donc le moral des particuliers. La question à se poser, c'est est-ce que cette inflation est transitoire ou non? Elle l'est en tous les cas de moins en moins. Et elle ne va pas être aidée par exemple, les prix du gaz européen qui inscrivent de nouveaux records, plus hauts que les plus hauts de septembre dernier, ou encore les prix du fret à l'international, que ce soit de Shanghai à l'Amérique du Nord, ou de Hong Kong à l'Amérique du Nord, ou de Francfort à l'Amérique du Nord, les prix sont sur des records historiques en ce qui concerne le fret. On en parle tout à l'heure, il y a des disparités énormes. Vous voyez que le Nasdaq ici en blanc continue de grimper, d'inscrire des records, alors que le pourcentage d'actions qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 200 périodes est de plus en plus faible. Il y a 65% des actions du Nasdaq qui sont sous leur MM200. Vous vous rendez compte ? C'est pour dire à quel point, depuis 8-9 mois, il y a plein de titres de croissance, plein de valeurs qui ne gagnent pas d'argent, qui petit à petit ont chuté, et les flux, les liquidités sont allées de ces valeurs-là vers les principales valeurs, les plus importantes, les plus grosses, celles dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que si ces valeurs très concentrées, les plus grosses se cassent la figure, que là, les indices vont clairement chanceler. Mais ça veut aussi pouvoir dire que les indices sont restés forts pendant cette période de correction de très nombreux titres de croissance, notamment, je pense à des valeurs technologiques de croissance aux États-Unis. Et il y a pas mal de titres qui ont perdu 40, 50, 60%, et qui pourraient, de nouveau, être source d'opportunités. Donc on peut le voir dans les deux sens. Évidemment, si Microsoft et Apple se cassent la figure du jour au lendemain, vu leur poids dans les indices américains, c'est carrément la bourse mondiale qui se casse la figure. Mais inversement, les grosses valeurs comme celles citées ont tenu le marché pendant que les autres corrigeaient, et maintenant qu'elles ont bien corrigé, elles pourraient être source d'opportunités. J'espère que j'ai été compréhensible. Ici à droite, un graphique qui montre que certains opérateurs reviennent sur les actions chinoises, d'autant plus qu'on s'attend à de nouveaux stimulus de la POBC, donc de la Banque centrale chinoise. Et puis on finit avec des notes positives et éducatives. Ici c'est un graphique à gauche qui vous montre la probabilité de faire un gain ou une perte. Ici une perte. Quand vous achetez une action, eh bien, du jour où vous achetez sur le lendemain, donc la détention est d'1 jour, vous avez 46% de chance de perdre. Si vous gardez votre action pendant 1 an, vous avez 26% de chance de perdre. Si vous gardez vos actions pendant plus de 5 ans, vous avez 10% de chance de perdre. Si vous gardez vos actions plus de 10 ans, vous avez 6% de chance de perdre. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il faut faire de l'investissement et du long terme. Quand on fait du long terme et qu'on regarde sur des périodes de 30, 40, 50 ans, 60, 70 ans, ceux qui investissent à long terme qualitativement gagnent, alors que ceux qui tendent vers le court terme, pour la plupart d'entre eux, perdent. Et le graphique de droite montre quoi? Montre l'argent mis de côté lorsque l'on met $200 par mois depuis
C'est 20 ans, c'est 25 ans, c'est 35 ans ou c'est 40 ans, et on se rend bien compte évidemment que le pécule mis de côté avec en plus l'effet des intérêts composés est beaucoup plus important quand on commence à mettre de l'argent tôt. Alors si vous écoutez cette émission et que vous avez 60 ans, faut pas que ça vous déprime, vous inquiétez pas, on fait des merveilles avec la médecine aujourd'hui et le taux, l'âge, l'âge de décès ne fait qu'augmenter, tout va bien. Bon, ce sera le mot de la fin de cette première partie d'émission. Je vais vous mettre un petit peu de Chopin, c'est l'heure de la pause café, et ensuite on regarde les indices et vos actions préférées. C'est magnifique, c'est Chopin. Alors, on continue et on passe sur la plateforme de ProRealTime. Hop. Et on regarde notre 440, le 440 qui gagne à peu près 24% depuis le 1er janvier. Une année magnifique, avec tendance haussière de fond à long terme, à moyen terme, la plupart du temps aussi à court terme, si ce n'est des phases correctives qui peuvent durer quelques jours à quelques semaines, lorsqu'on va peut-être un peu trop vite et que le marché devient euphorique. Donc voilà, une belle année, des injections records, des résultats records, une macroéconomie qui s'est remise, une croissance historique post-année Covid, et donc une très belle performance de 25%. Je pense que si les gérants pouvaient arrêter l'année maintenant, là tout de suite, au cours de 6900 points, 930 points, la plupart le feraient. Cette zone qui est en orange, c'est la zone de gap qu'on a laissée ouverte la semaine dernière. C'est une zone qu'on devait venir tester, valider. On est posé dessus, voilà. C'est la zone des 6900, 920 points. Alors voilà, il y a un petit trou ici à 6903, on l'a comblé, mais est-ce qu'on va venir chercher les 6880? Pour moi, ce qui compte très clairement, c'est qu'on reste au-dessus de la MM50, qu'on reste au-dessus des 6870-75 points. Qu'on vienne ou non tester cette zone de prix-là, il faut la tenir d'ici la fin de la semaine pour montrer qu'on a tenu les supports et que les banques centrales ont fait le taf. Si on casse cette zone de prix violemment avec les discours des banquiers centraux, on risque de finir l'année en queue de pie, d'aller chercher les 6600 points, la moyenne mobile à 200 périodes, de perdre 5% de plus, que tout le monde soit en dépression. Et voilà, non, c'est pas possible. Pour tout le monde, ce serait bien que les banquiers centraux y aillent mollo sur leur discours et qu'on tienne et qu'on finisse l'année au-dessus des 7000 points, que tout le monde soit content dans le meilleur des mondes. Ensuite, on peut regarder ce pétrole, voilà, qui est stable, qui a fait une grosse année de hausse comme les indices, qui se stabilise autour de MM200, un petit peu pressurisé à court terme avec ces nouveaux foyers
variant Omicron en Chine, qui dit ralentissement chinois, fermeture de certaines provinces, arrêt de la production, dit baisse de la consommation de pétrole. C'est pour ça que le pétrole consolide un petit peu. Puis en plus, il se trouve entre deux gros seuils, 65 et 75. En bas, ça s'achète, en haut, ça se vend. Au cours actuel, en plein milieu, il n'y a pas grand-chose à dire ou à faire. Concernant l'or, ça dort. Toujours neutre sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois. Je dirais même sur l'année 2021, l'or n'a absolument pas bougé. Ce qui est plutôt une bonne chose en soi, hein. Le dollar explose ces derniers temps, la Fed anticipe du tapering et 3 hausses de taux, et l'or ne bronche pas pour autant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Si les banques centrales devaient par exemple faire volte-face ou un ralentissement du tapering et de nouveau peut-être à terme du quantitative easing, ça veut dire que les banques centrales auraient très bien... les métaux précieux auraient très bien tenu pendant cette période de petite tension sur la liquidité et pourraient repartir par la suite à la hausse. Sur les cours de l'argent, la semaine dernière, je surveillais une zone, les 22,10, 22,30, je l'ai payé, je suis sorti, ça prenait pas. On est à 21,90. Voilà, si on fait du moyen terme, la zone des 22, et même si on devait aller à 20, pour moi, c'est des zones d'achat de moyen long terme, d'accumulation rationnelle. Les 19, les 20, les 21, c'est des gros seuils testés ces derniers trimestres, ces dernières années. Et si le marché osait faire un trou d'air sous les 21, pour moi, c'est des zones d'achat à très long terme. Après, ça, c'est une stratégie qui me regarde moi. C'est de l'accumulation rationnelle dans une optique de diversification et d'investissement de long terme. Et c'est vrai que l'argent sous-performe l'or pour le moment. Et puis enfin, on peut regarder le Bitcoin. Le Bitcoin qui consolide ces dernières semaines. Il est sur MM200. Il y a une grosse zone de soutien à 40-41 000. Et il y a MM200 à 47 000. Donc ici, j'ai tracé un rond qui dit qu'entre 40 et 47, en théorie, il y a des acheteurs, il y a du monde. On a une dynamique haussière de moyen long terme. On a une oblique haussière qui passe par les plus bas. En théorie, il ne faut pas passer sous 40. Sinon, on redevient neutre à moyen long terme et on a des risques de revenir à 30 000, voire à 20 000 $. Donc dans les semaines à venir, il y a quand même tout intérêt pour ceux qui font de la crypto dans une optique de moyen long terme, qu'on tienne les 40-45 000, qu'on tienne les mêmes 200, puis que ça tente de repartir à la hausse. Si ça ne reprend pas ici, l'hiver pourrait être un peu plus froid que prévu. Voilà. Voilà donc pour tous ces actifs, et on est donc au milieu de nulle part, hein. On est sur le CAC à 300 points des plus hauts, à 300 points des gros supports et des mêmes 200, en plein milieu sur une zone de gap. On est au milieu du canal haussier de moyen terme, et ce, à la veille de la Fed. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des valeurs, et on va regarder des valeurs qui montent quoi que fassent les marchés, et notamment qui montent ces derniers temps alors même que les indices consolident. On va voir une deuxième catégorie de valeurs, et c'est plutôt rare que je fasse ça dans cette émission, mais je pense que c'est le moment d'en parler. Ce sont les dossiers baissiers de court terme. Alors j'en ai choisi quelques-uns, mais la liste est longue. Et le but, c'est de vous montrer comment, sur des dossiers baissiers comme ça de court terme, quels signaux surveiller si retournement il doit y avoir, et mine de rien aussi vous rappeler où mettre les stops, parce que quand on dit dossier baissier de court terme qui tente de se relever, ok, si ça tente c'est bien, mais si ça ne fonctionne pas, faut pas se retrouver scotché dans une optique de moyen long terme sans stop sur des dossiers baissiers. Donc on va voir un petit peu comment opérer sur ces derniers. Pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant après le 15 décembre ? Eh bien parce que l'année est terminée et qu'en fin d'année, il peut y avoir des spéculations sur deux types de dossiers, les small et les micro-caps. Vous aurez peut-être vu par exemple GCI International gagner pratiquement 100% en l'espace d'une semaine. Ça fait partie des micro-caps, un petit peu comme Arcos, un petit peu comme Alalo, comme voilà, des micro-dossiers qui cotent quelques centimes et qui habituellement en décembre ou début janvier font des petites... érections haussières avant que ça retombe généralement, et parce qu'à long terme ça reste totalement baissier. Et puis parfois ça se passe en fin d'année ou parfois en début d'année, les dossiers baissiers, les pires dossiers de la cote d'une année
sont recherchés en début d'année suivante parce que les opérateurs, par manque d'idées, vont aller sur des dossiers qui sont relativement, je dis bien relativement avec des guillemets, plus bas que les autres et donc moins chers et donc potentiellement attractifs. Et puis comme d'habitude, on verra quelques valeurs étrangères en trend following, en tentative de GLB ou en dossier spéculatif comme sur Virgin Galactic. On commence en trend following avec Argan. Argan, ça fait partie du genre de dossier où il n'y a pas grand monde qui en parle, ni sur Boursorama, ni sur Twitter. Ça fait partie de dossiers qualitatifs en trend following, haussier sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà, genre de véhicule qu'on aime avoir en portefeuille. Vous pouvez voir l'année dernière, le Covid avait été vite effacé. Ensuite, elle avait consolidé pendant des mois avant de donner un signal clair en cassant les 93 euros. Elle est de nouveau dans une phase de consolidation. Est-ce que cette phase va durer 1 mois, 3 mois, 6 mois? Je n'en sais absolument rien. À la limite, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de surveiller une éventuelle nouvelle cassure de plus haut annuel et historique qui serait, tout comme cela avait été en juin dernier, un possible signal haussier. Donc voilà, je cherche les dossiers les plus solides, proches des plus hauts annuels ou historiques, qui, si les indices tenaient ou remontaient un petit peu, pourraient casser à la hausse. Et ce sont des dossiers aussi qui habituellement tiennent mieux que les autres. Donc si les indices ne montent pas, ce seront des valeurs qui en théorie ne souffriront pas trop. Beneteau, pareil, même chose, très beau comportement, forte hausse fin 2020, début 2021, consolidation depuis des mois. On est dans un range appréciable où les opérateurs, certains d'entre eux, vendront en haut, achèteront en bas, vendront en haut, achèteront en bas, etc. Et où les trend followers trouveront également appréciable de pouvoir mettre à profit la moyenne mobile à 200 périodes qui a parfaitement fait son job, où les traders de court terme et les autres surveilleront d'éventuelles cassures haussières, par exemple les plus hauts des dernières séances à 14,15 € ou bien les plus hauts de l'année à 15 €. Toute cassure de ces seuils serait un signal haussier supplémentaire dans le sens de la tendance en direction des plus hauts annuels, voire de nouveaux records. Elia, même chose. Alors depuis tout à l'heure, je vous montre des titres. Là, Elia, c'est à Bruxelles. Argan, c'est à Paris. Beneteau, c'est en France aussi. Je reviens sur Elia. Elia, personne n'en parle. Valeur belge. Et pendant que les indices baissent depuis une semaine, elle monte depuis une semaine. Et alors qu'aujourd'hui, on est dans le rouge sur la plupart des indices européens, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tente un nouveau record historique. C'est pas très franc, c'est pas encore fait, ça n'est pas passé pour le moment. Mais ça montre bien la surperformance de ce dossier, sa qualité et le fait qu'on a envie d'avoir ce genre de titre en portefeuille. Mersenne, même chose. Alors là, on n'est pas sur des plus hauts historiques, il faut ouvrir un graphique sur 25 ans et ensuite zoomer sur la situation en données hebdomadaires, pourquoi pas, et se rendre compte donc qu'on vient d'effacer une grosse zone de prix ici vers 34-35 € et que la zone suivante à long terme est vers 40-41 €. Voilà. Donc on est en tendance haussière sur les derniers mois, on est en trend following. Vous ouvrez votre graphique, vous voyez quoi? MM200 a parfaitement fait le job. Soutien ici, la tendance haussière, soutien, re-soutien et redémarrage. Donc les MM200, quand on peut, on les achète, et quand on ne peut pas les acheter, on achète les cassures. Et si on n'a pas acheté la cassure, comme ici sur Mersenne, au-dessus des 34-35 €, eh bien on espère quoi? Le pullback. On espère le repli, le retour sur la cassure précédente avant la continuation hypothétique de la hausse. OVH s'est introduite en bourse il y a maintenant 2-3 mois. 2 mois, voilà. Elle s'est introduite et elle est solide, mais elle n'en demeure pas moins extrêmement neutre et bloquée pour l'instant par une grosse zone de résistance entre 22 et 22,50. On peut constater quand
zoom sur les prix, que les prix ont tapé les 22 euros à plein de reprises hier et que ça n'est pas passé. Je pense qu'à 22 euros, il y avait soit un gros ordre de vente visible, soit un iceberg. Et donc pour le moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire you should not pass. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a the wall ici, un mur, et que ça ne passe pas. Donc on attendra une bonne nouvelle, un contrat, une communication et une cassure des 22 puis des 22,50 pour rentrer et renforcer la position et tenter ici la GLB. Tant qu'elle n'est pas validée, c'est neutre, c'est sous résistance, prudence. Pharmagest. Pharmagest a bien consolidé ces dernières semaines. Elle est passée de 103 à 83, elle a perdu 20%. Tout le monde l'aimait à 100, mais les gens l'aiment moins à 80, c'est bizarre. Pour ma part, j'attendais un retour sur cette zone de prix, la zone des 83-85. J'ai fait une stratégie sur zone bourse avec une zone d'achat vers 83, me semble-t-il. Dans une optique de moyen long terme, partant du principe qu'on vient de faire une sorte de consolidation en 2 temps et que cette zone des 80-85 devrait offrir une zone de rebond et un redémarrage haussier dans le sens de la dynamique haussière de très long terme. Si elle n'y arrive pas ici, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. Et enfin, Technip Energy. Alors, Technip Energy, c'est pas sorcier, c'est un grand range. Je vous apprends rien. Depuis son introduction, c'est une scission de Technip en deux. Elle évolue entre 15 et 10. 10 et 15. Donc, 10-11, on achète. Proche de 15, on vend. Il y a 2 zones de surveillance. Alors, bien évidemment, il y a la zone 10-11 qui est géniale. Hein. Et après, il y a une zone qu'on est en train de tester et qui semble réactive entre 11.15 et 11.43, il y a un gap qui a été laissé ouvert le 3 septembre dernier. Et en fait, aujourd'hui, elle a fait une petite mèche dessus, elle a réagi super vite. Donc, quand on est face à un tel gap, soit on vient le combler et ça réagit et c'est positif, soit on teste la borne haute du gap. Et parfois, ça suffit à ce que l'on reparte à la hausse. Tout ça pour dire quoi? Qu'on vient de toucher une première zone court terme et que si même on allait plus bas, on aurait une deuxième zone moyen-long terme. Donc pour ceux qui veulent du titre défensif posé dans un range où c'est peut-être pas sorcier, faut peut-être mettre des alertes si on va plus bas. Ce sont des zones où historiquement ce titre a été recherché. Ensuite, on va passer au dossier baissier de court terme. Alors là, c'est des dossiers qui ont été délaissés pour diverses raisons. On commence par Alstom. Alstom, elle n'a pas convaincu avec la fusion avec Bombardier. Bombardier donc ne semble pas être complètement intégré. Beaucoup d'analystes ont revu leur copie à la baisse sur cette valeur cette année, d'où la chute entre les plus hauts de janvier et les cours actuels de 40%. Ici, on est sur une zone de prix qui a été défendue ces dernières semaines entre 30 et 30,30. Mais si cette zone la tient, c'est bien. Si cette zone la casse, il vaut mieux être stoppé. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est le jeu. Je voulais vous montrer ces valeurs baissières pour vous montrer des niveaux au-dessus desquels peut-être elles seraient intéressantes. Mais c'est un double objectif aussi de vous montrer ces valeurs baissières que pour l'instant le marché ne recherche pas, malheureusement. Et bien c'est que si elles cassent leur support, vaut mieux dégager pour y retourner ensuite. Faut pas se mettre dans des situations dangereuses à se dire de toute façon Alstom ça vaut X ou Y, de toute façon ça ne peut que remonter. C'est pas toujours le cas, faut des coupes-circuits, c'est comme ça. Ensuite, Danone, c'est pareil, plusieurs investisseurs qui m'ont dit Danone, ça s'arrête quand la chute, etc. Alors c'est vrai que Danone a échoué en août sous ses plus hauts de l'année d'avant, elle a cassé sa MM200 ensuite, et puis elle a rejoint une zone qui me semble être une zone d'intérêt. En tous les cas, ça a été une zone d'intérêt pendant le Covid, c'était une zone d'intérêt en novembre 2020, et on vient de toucher cette zone. Donc maintenant, il faut qu'il y ait des intérêts acheteurs qui se manifestent, ce qui n'a rien de certain.
Et pour valider cette présence d'intérêt acheteur, il faut tenir la zone actuelle et puis il va falloir casser les 54 €, les plus hauts de la semaine passée. Si on casse les 54 €, c'est un signal haussier de court terme pour aller chercher ensuite la zone de gap, ici, qu'on a laissé ouverte entre 55 et 55,50. Et ça, c'est de la spéculation de court terme à contre-tendance, quoi. Vous savez comme moi que vous avez quand même beaucoup plus de chances de faire des gains sur des valeurs haussières que des valeurs baissières. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que sur certaines valeurs baissières, il y aura peut-être des spéculations en fin d'année ou en début d'année prochaine. Je vous aide aussi à bien comprendre qu'il ne faut pas les acheter n'importe quand, mais bel et bien attendre qu'elles donnent des signaux de reprise haussière. Et je le dis et le répète, si on ne tient pas les zones, si on casse les plus bas des derniers jours ou les plus bas des dernières semaines, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il vaut mieux parfois se couper une main plutôt qu'un bras. Clépierre, elle est intéressante dans le sens où elle tente une formation en creux comme elle l'avait fait en début d'année. En début d'année, elle a fait une sorte de rounding bottom au-dessus de sa MM200. Ici, bémol, elle est sous sa MM200, mais elle tente plus ou moins le même creux ici, avec des mèches basses, des réactions haussières sur cette zone des 18,50 €, dirons-nous. Donc 18,50 €, 18,30 €, 18,50 €, on va dire, s'il faut donner une zone. Zone qu'il faut tenir pour relancer en direction de MM200, voire des plus hauts récents à 22,50. Et zone sous laquelle il vaut mieux mettre des stops au cas où elle vient à casser, hein. Même chose sur Corian. Alors là, on voit une valeur qui est un peu comme Danone, où je vous montrais une zone de prix qu'on retrouve aussi par le passé. Sur Corian, c'est la même chose. On est sur les plus bas du Covid, la zone des 26 €. Elle vient de travailler cette même zone et elle vient d'y réagir. La zone à casser, c'est la zone des 27 €. On est en train d'essayer de la franchir en cours de clôture. Il faudra le confirmer, montrer et puis prouver ses bonnes dispositions demain et dans les séances à venir. Mais voilà ce qui typiquement peut intéresser certains d'entre vous. Si coincé sur ce genre de dossier, ça vous permettra de sortir avec le rebond. Et si vous en avez acheté récemment, si on casse des résistances, ça vous permettra de relever les stops au fur et à mesure et puis de mettre à profit un éventuel rebond. Si le rebond prend, c'est bien. Si ça ne prend pas, encore une fois, n'oubliez pas de couper. Orange, même chose, elle est basse, elle est délaissée. Je lisais une note d'Odo qui disait que jamais Orange n'avait été aussi peu cher en bourse. Hop, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Hop. On va sur le site Zone Bourse. Odo BHF reprend un suivi d'Orange avec un objectif de 11 €. Les multiples de valorisation les plus bas de son histoire. On entre dans un nouveau cycle potentiel en 2022. Les télécoms ont été complètement délaissés pendant l'année 2021. Tout le monde a fait de valeurs de croissance. Et voilà, Orange, c'est de la grosse Bertha défensive à haut rendement et elle est relativement basse. Donc, ça fait partie du genre de candidat, peut-être dans le cadre d'une rotation défensive de portefeuille, avoir du Orange pour 2022. À vous de vous poser la question. Philips Con, là, on a une valeur bien baissière, mais même chose, on revient sur une zone d'importance, zone testée en janvier 2018, en décembre 2018, pendant le Covid, et on y est là maintenant tout de suite. Donc il faut absolument tenir la zone. On a un double creux potentiel qui est en train de se former. On a une valeur qui monte aujourd'hui alors que les indices baissent. Donc on commence à avoir les ingrédients d'un potentiel rebond technique sur une zone historique de soutien. Et à ce moment-là, on va donc surveiller une éventuelle sortie de range par le haut. Nous sommes dans un range compris entre 31,60 et 29,80. Il faudra sortir par le haut et clôturer en dehors pour lui permettre de rebondir. Ceux qui n'en ont pas attendent en théorie le signal haussier. Ceux qui en ont, en théorie, ont un stop sous le double creux marqué cette semaine. Et on finit avec Ubisoft. Hop,
Ubisoft qui est baissière, très baissière, à moyen terme, à court terme, qui a vraiment du mal. Lorsque Ubisoft, ici, le vendredi 26 novembre, le jour de Black Friday, Ubisoft a clôturé dans le vert alors que le CAC a fait -5. Du coup, le lendemain, j'avais pris des petites options dessus. Le surlendemain, elle monte et puis elle s'est tapée la tronche dans son oblique baissière passant par tous les plus hauts. Et résultat, bah, ça n'a pas pris, hop, faut sortir. Et derrière, boum, elle se recasse la figure. Derrière, elle a touché les 40 euros. 40, c'est quoi? C'est ça. Gros niveau long terme, c'est les plus bas d'octobre 2019. Faut absolument réagir dessus. Sinon, bah, ce sera le cran en dessous. Évidemment. Hein, merci monsieur de la palisse. Donc voilà, Ubisoft est toujours baissière. Elle est proche d'un support historique, mais pour l'instant, il n'y a aucun signal. Donc là-dessus, il faut attendre un chandelier de retournement, une réaction positive sur support, une hausse des volumes, quelque chose de tangible. Pour l'instant, il n'y a rien. Vous voyez sur mon graphique une alerte à 44,70 ici sur le plus haut de la semaine dernière. J'attends qu'on casse, qu'on donne un signal, qu'on donne quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a une expression qui s'appelle le bottom chasing, la tentative de trouver le point bas. C'est super dur de trouver le point bas sur une valeur baissière. C'est un coup à acheter, puis à racheter, puis à se faire avoir, puis ça baisse, puis ça baisse. Si vous faites du bottom chasing, ça veut dire que vous achetez une valeur parce qu'il y a une réaction haussière. Il faut être prêt à la prendre, gagner un peu, sortir, repayer, ressortir, repayer en dessous et à vous battre. Si vous n'êtes pas prêt à vous battre, si vous n'êtes pas un trader expérimenté, si vous êtes un investisseur, attendez des signaux de retournement. Attendez qu'une valeur comme Ubi fasse un vrai creux. Attendez qu'elle sorte ensuite par le haut, qu'elle casse les 45, voire qu'elle casse les 50. Vous n'êtes pas à 10 ou 20% près, puisque vous voulez d'une part qu'elle soit haussière à court terme et que le dossier, qu'il y ait un changement d'état d'esprit dessus à moyen long terme. Donc, ça ne sert à rien de faire du bottom fishing et de se mettre en risque tant qu'il n'y a pas des signaux tangibles. Si vous le faites sur des zones clés, comme par exemple la semaine dernière, on pouvait acheter les 40 euros, et dès que ça monte à 44, vous prenez une partie de vos gains, et puis derrière ça retombe, vous coupez une partie, et vous y retournez un cran plus bas, et voilà. Voilà. Donc voilà pour les valeurs baissières, et on va terminer avec les valeurs étrangères. Alpha et Omega semi-conducteurs. Là, c'est plus pour vous montrer ce qu'on recherche. Vous voyez? On a une valeur qui, en 2016, donne des signaux. Ensuite, elle va, pendant des années, être dans une longue consolidation baissière. Nous, on recherche ça. Là, du volume, une cassure, un nouveau record, une cassure des mêmes 200. Là, il se passe quelque chose. Ensuite, on joue la hausse. Puis la valeur s'arrête de monter et consolide de nouveau dans un canal baissier ici. Puis hop, elle en part. Et là, on relance, on casse les mêmes 200, on la reprend avec des volumes, on casse les plus hauts annuels, puis les plus hauts d'avant. Et ça, c'est tout ce qu'on recherche, tous ces signaux-là. Le retour au-dessus des mêmes 200, le pullback sur les mêmes 200, la cassure de plus haut à 3 mois, la cassure de plus haut à 6 mois, voire la cassure de plus haut annuel, qui parfois est une cassure de plus haut historique. Et tout ça, c'est des signaux qu'on recherche pour les mettre à profit. Vous voyez que maintenant, on a donné tous ces signaux qu'on est bien monté, que la valeur a doublé. Maintenant, il n'y a plus grand-chose à dire ou à faire, si ce n'est attendre une consolidation et un retour sur support significatif. Click digital, on va aux US. Ah non, Allemagne. On est neutre, on est sous MM200. Les plus aguerris qui connaissent le dossier achètent la zone des 20 quand on y va, puisqu'on y a déjà réagi 3 fois positivement. Ceux qui veulent tenter de rentrer sur des buts de retournement aussi, attendant la cassure des mêmes 50 au-dessus de 24,50 pour viser le haut du range. Quant aux investisseurs de moyen long terme, ils attendront une sortie du range gigantesque ici entre 20 et 30. Ça peut paraître beaucoup, mais
Mieux vaut parfois laisser cette variation se faire pour ne rentrer qu'à la sortie, le jour où ça sort, plutôt que d'acheter maintenant et de subir la neutralité, voire la baisse. C'est ça le concept aussi du trend following, c'est d'entrer quand il se passe quelque chose. Ensuite, Fire Finch Limited. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est une valeur que m'a montré un lecteur. Et pourquoi est-ce que ça c'est beau? Et bien parce que à peine introduite en bourse, cette valeur, elle a fait quoi? Elle a fait une GLB, du trend following, et elle a fait que monter. Ici, vous pouvez voir que la moyenne mobile à 50 périodes n'est pas pertinente. Donc je le répète, dans ces cas-là, on fait quoi? On change la moyenne mobile. On met par exemple une moyenne mobile à 70 périodes et on se rend compte que la moyenne mobile à 70 périodes est parfaite sur ce dossier. Donc tant qu'on est au-dessus des MM70, tant qu'on clôture au-dessus, c'est haussier, on achète les replis, on joue la tendance haussière. Si MM50 casse, on sort et on attendra MM200, la suivante, pour reprendre position. Ça, c'est typiquement ce qu'on recherche, que vous voyez ça en France, aux États-Unis, sur une small cap ou une big cap. Tendance haussière, des prix au-dessus des MM50 ou MM60 ou ici MM70. Des plus bas de plus en plus haut et une régularité intéressante qui permet à l'investisseur d'acheter, de sortir, de reprendre, de sortir, de racheter, etc., etc. On retourne en Allemagne encore avec Nagarro Sena. Ici, même constat. Que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, une valeur s'introduit en bourse, elle va fluctuer pendant 3-4 mois, puis un jour elle va casser ses plus hauts avec des volumes intéressants. Elle va rentrer en trend following, elle va commencer à faire des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, de plus en plus haut, excusez-moi. Et ça, c'est caractéristique d'une tendance haussière et on restera sur cette tendance haussière tant qu'on y sera. Ici, il ne faut pas passer sous les 167,60, les plus bas du mois dernier. Si on casse ça, on attendra un retour sur un support de moyen terme un peu plus bas, à proximité le plus souvent de MM200. Newmark, ensuite, c'est une GLB potentielle. Non, c'est pas en Australie. C'est au Nice. Non, c'est pas non plus celle-là. Newmark. Ah oui, c'est celle-ci. Newmark Group Inc. au Nasdaq. Et là, c'est une valeur qui retrouve ses plus hauts de son introduction. Elle a été introduite en décembre 2017, elle a fait un plus haut historique en février 2018, elle est en train de les tester. C'est une GLB, donc une Green Line Breakout. Une Green Line Breakout, c'est un test des plus hauts historiques qui se confondent avec les plus hauts de l'introduction. Quand ça marche bien, ça fait ça. Ça, c'est Valneva qui, pendant 10 ans, a fluctué entre 2 et 10 euros. Et le jour où elle a validé sa GLB et cassé les 10 euros, bah, elle a triplé. Toutes les valeurs ne font pas ça, hein, d'autant plus quand c'est une GLB de type 2. Qu'est-ce qu'une GLB de type 2? C'est quand les cours viennent de relativement bas. Ah, c'est laquelle? Et donc là, c'est une valeur qui vient de 3 $ et qui vient de monter à 16 $. Et généralement, quand les prix passent d'un plus bas historique à un nouveau record historique, ils ont besoin d'une période de fluctuation autour de ce record avant éventuellement de passer en force. Donc ici, je dirais qu'on est sur un refus de saut de court terme et qu'il faut laisser du temps au temps. Ensuite, on retourne en Allemagne avec Verbio. Hop. Là, on est sur une valeur trend following sublime, qui quand elle va un peu trop vite corrige. Là, il me semble qu'elle est dans cette phase. Et si elle doit corriger, elle a une grosse zone ici de soutien autour de 55 € avec une oblique haussière qui passe par tous les plus bas, plus une zone horizontale, plus la MM200 qui, d'ici quelques séances, sera arrivée en soutien. Donc si et seulement si Verbio devait perdre un petit 10%, comme elle l'a déjà fait par le passé, ce serait une éventuelle opportunité en trend following pour se placer sur un dossier haussier de qualité. Et on finira cette émission avec Virgin Galactic, qui est un dossier extrêmement spéculatif, qui depuis un an a ravi ceux qui aiment les montagnes russes, puisque on avait parlé de Virgin Galactic en 2020,
elle est partie début 2020 à 60 $. On a reparlé de Virgin Galactic en 2021 autour des 20 $. Elle est montée à 55 $. On a dit de sortir. Et là, elle vient enfin d'atteindre les 14 $. Le gros niveau horizontal testé en juin 2020, en mai 2021, là, il y a une semaine, et actuellement en cours de test. C'est une valeur spéculative qui peut très vite gagner ou perdre 30 ou 40%. C'est une valeur qui, si on l'achète, doit avoir un stop large au minimum, je dirais, sous les 13 $. Et donc, puisque c'est une valeur très volatile sur laquelle il faut un stop large, c'est une valeur sur laquelle vous devez régler votre position en fonction de la taille de votre position, de ne pas avoir une position trop forte, trop importante, qui vous fasse flipper, mais plutôt de prendre un ticket pour voir et de renforcer si et seulement si on casse les 16,50 $. Lorsque j'ai publié ce graphique il y a une semaine sur Virgin en disant ça y est, on a touché la zone de soutien, attention, gardez en tête qu'il faut casser la zone des 16,50 $, ce n'était pas pour rien. Faire une réaction sur un support, c'est une chose. Certes, retourner la tendance baissière de moyen long terme en place depuis 6 mois, c'est une autre paire de manches. Il se pourrait donc que Virgin ait besoin d'une période de travail de la zone avant, peut-être, éventuellement, si tout se passe bien, qu'elle en sorte par le haut. Certains donc achètent la zone stop large et renforcent sur cassure des 16,50, alors que d'autres n'y toucheront pas, tant qu'elle n'aura pas cassé les 16,50 $. Et c'est la fin de cette émission. Le CAC 40 est à 6900 points. Nous avons rendez-vous avec la Fed demain, la BCE jeudi. Je vous souhaite à tous une bonne chance, de bons trades, de bonnes fêtes si on ne se revoit pas, mais j'espère bien que vous m'écouterez aussi pendant les fêtes. Allez, à très vite sur BFM, sur Twitter ou dans nos émissions sur la chaîne YouTube de Zone Bourse. Au revoir à tous.